Et donc, bienvenue à notre troisième cours officiel d'INF 5111. Aujourd'hui, on regarde notre deuxième track du cours. Donc, on se souvient, on est en train de faire un cours sur la science des données. À l'intérieur de la science des données, il y a comme deux éléments côte à côte qu'il faut apprendre à l'intérieur du cours. On a une partie de programmation, OK, puis de gestion d'algorithmie d'informatique qu'on a commencé la semaine passée. Puis on va avoir une deuxième track sur la gestion des données avec les bases de données. C'est ça qu'on commence aujourd'hui. Donc, ces deux tracks-là vont évoluer côte à côte à travers la session. Mais là, c'est comme notre session d'introduction sur comment utiliser des bases de données, puis nos premières avancées pour l'exploitation de données à l'intérieur de bases de données. Premièrement, encore une fois, là, il y a beaucoup de vocabulaire qu'il va falloir intégrer à l'intérieur du cours. Quand on parle d'exploitation de données avec des bases de données, je parle ici de l'utilisation, je parle ici de travailler avec, je parle ici d'aller voir des informations. Donc, quand on exploite des données, c'est juste de les utiliser à nos fins. Ce n'est pas dans le sens de j'exploite des mineurs parce que je les paye en dessous de la table. Ce n'est pas le même genre d'exploitation ici. Donc, on revient sur c'est quoi une base de données. On avait jasé à notre premier cours que le principe dans l'état de l'art officiel des bases de données, c'est n'importe quoi qui est capable de stocker des données. Donc, le post-it que j'ai sur mon frigidaire, sur c'est quoi que je m'en vais chercher à la pharmacie à soir, c'est un type de base de données. Ce n'est pas nous le langage qu'on va utiliser. Donc, nous, quand on va parler de base de données, on va utiliser sa version un petit peu plus moderne qui prévaloir que c'est une base de données complexe qui est habituellement gérée par une application externe. Fait que le terme réel, quand nous, on va jaser de base de données, ça va être ce qu'on appelle des systèmes de gestion de bases de données, des SGBD. Donc, quand nous, on va parler de bases de données, derrière, là, ce qu'on veut dire pour de vrai, c'est des SGBD. Donc, le principe des SGBD, c'est habituellement une application qui roule quelque part, puis qui va faire la gestion de la dite base de données. Donc, plus particulièrement, dans la première moitié du cours, on va s'attarder juste à un type, une famille de bases de données, qui est les bases de données relationnelles. Fait que même aujourd'hui, je vais juste dire, on parle à la base de données ou on travaille avec la base de données. Astérix, ce que je veux vraiment dire, c'est un système de gestion de base de données relationnelles. Une SGBD-R. Ça va être implicite dans qu'est-ce qu'on s'en va. C'est juste que à chaque fois dire on va travailler avec le système de gestion de base de données relationnelles, c'est un peu exhaustif, puis on veut juste dire la BD ou la base de données. Donc, en anglais, vous allez aussi voir le même acronyme qui est le DBMS, le Database Management System. Puis, particulièrement dans notre type de famille, on a les RDBMS, les Relational Database Management System. Donc, c'est les plus grosses bases de données qui existent. Donc, il y a plusieurs compagnies qui offrent un produit de RDBMS. Donc, il y en a une couple, il y en a 5-6 qui sont comme les hot shots. Donc, on parle de Microsoft SQL Server, on parle de Oracle Database, on parle de PostgreSQL, qui est celui qu'on va utiliser. On parle de MariaDB, on parle de MySQL. Puis, c'est pas mal ceux qui sont les grosses bases de données relationnelles. Il existe d'autres bases puis d'autres SGBD de d'autres types de familles, comme MongoDB, comme Cassandra, qui sont des grosses affaires qu'on va voir dans la deuxième partie du cours. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment se focusser sur les RDBMS, puis pour la première moitié de la session. Donc, qu'est-ce que ça nous offre d'utiliser des bases de données modernes qui sont des applications complexes?
ben, le principe, c'est que c'est hautement structuré pour nous aider à avoir une bonne expérience avec nos données. Qu'est-ce que ça implique? C'est que les données sont structurées et persistantes. Ça veut dire qu'ils ont une forme préétablie qu'on va être capable de travailler avec facilement. Puis, ils sont persistantes dans le sens que, quoi qu'il advienne, ils vont essayer de rester intègres, et disponibles. Ça veut dire que les SGBD ont beaucoup d'éléments à l'intérieur pour la robustesse, pour s'assurer que si j'essaie de faire quelque chose et que ça ne marche pas, on n'arrête pas à la moitié de la chose, soit que ça a été réussi ou pas réussi. C'est aussi résistant aux intempéries. Donc, s'il y a des problématiques mécaniques, il y a des systèmes à même ces logiciels-là pour être capable d'essayer de contrecarrer ça. S'il y a une panne de courant en plein milieu d'une transaction, d'une écriture, d'une gestion quelconque de données, c'est fait pour revenir à un point qui était connu comme étant un point fonctionnel. Donc, tous ces éléments-là, c'est les éléments que les SGBD nous apportent. À un niveau plus architectural ou structurel, les données, particulièrement dans les bases de données relationnelles, ceux qu'on va voir jusqu'à la moitié de la session, les informations vont être structurées avec un schéma. Puis ici, encore une fois, nouveau mot, un schéma, c'est une description de la forme des choses. Donc, on peut le voir un peu comme un plan de travail. Donc, quand on parle, mettons, tu veux construire une maison, là, puis le gars il est avec les blueprints, là, bien ça, c'est le schéma de ta maison. C'est comme ça qu'elle va être construite, sauvegardée, gérée. Donc, quand on parle d'un schéma, on va parler de la forme et une description de qu'est-ce qu'on sauvegarde, comment on le sauvegarde. On va revenir sur c'est quoi un schéma quand on va le voir en action, là. Mais le principe du schéma, c'est juste pour dire, voici une description de qu'est-ce que je vais avoir. Puis aussi, on a, pour ceux qu'on va utiliser, une architecture qu'on dit client-serveur. Donc, on va s'attarder à ça quelques instants avec des gentils dessins pour bien comprendre où on s'en va avec nos bases de données. Donc, le principe, premièrement, d'un serveur. Si on peut expliquer à le commun des mortels, c'est quoi un serveur en informatique? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour décrire c'est quoi un serveur, admettons, à vos parents, là, qui n'ont même plus d'ordi, qui utilisent juste leur iPad. Peut-être que je projette ici, là, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi un serveur? Ils ne savent pas c'est quoi, là. Mais même là, c'est un peu intangible, là. Le serveur, ce qui est fondamentalement important de comprendre, c'est que c'est un ordinateur comme les autres. Donc, il est juste habituellement dans un placard, puis il n'y a juste pas d'écran. Donc, le principe d'un serveur, il faut se rappeler que c'est juste un ordinateur quelconque qui est capable de rouler des applications comme n'importe quoi d'autre. Oui. Mais dessus, il y a Windows Server ou il y a Windows 10. En fait, il y a sûrement Linux, là, si c'est un vrai serveur de grande personne, là. Mais la prémisse... Oui, c'est ça. Mais le principe, c'est qu'il y a quand même un système d'exploitation, ça roule quand même des logiciels. Hein. Fait que c'est ça, il y a des différences, c'est certain. Il n'y a sûrement pas d'écran. Fait qu'il faut être capable de se connecter à distance, il y a des éléments. Mais le principe, c'est que ça roule des logiciels comme n'importe quoi d'autre. Fait que quand on a une architecture client-serveur, c'est juste de dire qu'on va avoir un point quelconque, donc on fait une gentille boîte de notre serveur qui va être capable de rouler l'application de la base de données. Donc, le but d'une base de données, c'est d'être capable habituellement de fournir de l'information à plusieurs parties. Donc, cette application-là de gestion va habituellement s'exécuter sur un serveur externe. On va voir dans le cours, on peut l'installer localement sur nos ordi, là, mais dans l'architecture de la chose, on a une application qui roule une base de données. Ici, en passant, les petits anneaux, là, un par-dessus l'autre, c'est le symbole officieux
de base de données. Là. Fait que si tu t'en vas dans Visio, là, puis tu cherches base de données, là, c'est ce symbole-là qui va être là. Bon, les cercles sont supposés être de la même largeur, c'est juste que je ne suis pas capable de dessiner, mais vous comprenez le principe de la chose. Donc, si vous voyez ça, dans votre tête, vous pouvez dire, OK, ça représente un logiciel ou un stockage de données dans une base de données. À partir de là, cette affaire-là, tout seul, ça ne fait rien. OK? Donc, le principe, c'est que le logiciel qui roule la base de données, c'est un logiciel qui est réactif. Il ne va pas stocker des données pour le fun. Donc, il faut être capable de se connecter à la base de données avec un deuxième logiciel. OK? Donc, quand toi, tu es sur ton ordinateur, puis que tu veux travailler avec la base de données, tu vas avoir un client qui va être une application qui va être capable de converser avec la base de données. Donc, quand on travaille avec une base de données puis qu'on veut faire des choses dans ce cours-ci, il va y avoir deux applications à gérer. Une qui est la base de données elle-même, que ça se peut qu'elle soit installée sur un serveur externe ou que ça se peut qu'elle soit installée localement. Puis, il va y avoir une deuxième application qui va être le client qui va être capable d'interfacer avec la dite base de données. Donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce client-là, il va envoyer des requêtes, il va être capable d'avoir des réponses, mais le client n'a pas un pouvoir administratif direct sur la base de données. Fait que ça veut dire que le client, si tu le fermes, ton programme, là, les informations sont encore là. OK? Parce que le principe, c'est que on peut avoir différents clients, OK, qui vont tous interfacer à leur manière ou à leur propre moment avec la base de données. C'est ça le principe de l'architecture client-serveur. On a un serveur central, OK, qui est comme le point de connexion à tout le monde, puis tout le monde est capable de transiger avec celui-là à sa manière. Okay? Donc, il faut avoir cette idée-là en tête parce que si tu es comme, OK, ben, j'ai fait des modifications, ça a tout fucké mon affaire, je vais juste fermer mon application puis la réouvrir, ça ne changera rien, là, OK? Parce que le fuckaillage a été fait dans la base de données. OK? C'est elle qui est fuckée. C'est pas ce que tu as fait dans le client. T'sais. Fait qu'on a cette prémisse-là. On va aussi en rejaser quand on va commencer à exploiter les choses. Fait qu'on a ça en tête. Ensuite, il va falloir jaser de qu'est-ce qu'on a dans une base de données relationnelle pour être capable de bien comprendre avec quoi on va travailler. Donc ici, je vais me mettre de même. On va effacer ça. Puis on va jaser des termes génériques qu'on a besoin de savoir quand on travaille avec une base de données. Fait que la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une base de données relationnelle, ça sauvegarde des relations. OK? Puis là, ici, encore une fois, problématique là, des bases de données relationnelles, ça a été écrit des années 70. Là, puis dans ce temps-là, le monde, il ne savait pas encore c'était quoi l'informatique. Fait qu'ils ont utilisé des termes qui étaient des termes dérivés des mathématiques pures. OK? Puis ça, personne ne comprend ça. Fait que les termes font peu de sens. Fait qu'il y a souvent des alternatives aux termes, OK, plus modernes pour être capable de mieux, OK, comprendre qu'est-ce qu'on essaie de décrire. Fait que la première chose, c'est que des bases de données, ça sauvegarde des relations. OK? Mais en fait, quand on parle d'une relation, là, le terme moderne de ça, c'est une table. OK? Comme dans un classeur d'Excel. Là, on peut comprendre un petit peu plus la prémisse de la chose. Donc, la table va ressembler à ça, où j'ai une identification pour la table. Puis, à l'intérieur, OK, on va avoir des informations sauvegardées OK, d'une manière où on a une espèce de quadrillé quelconque d'informations. Fait que quand on parle d'une relation, OK, le synonyme, c'est que c'est une table. Le principe, c'est identifier, OK, puis il y a de l'information à l'intérieur de la table. On va aller voir c'est quoi les informations qu'il y a à l'intérieur. Le premier genre d'information, puis l'information pure, OK, qu'est-ce qui est stocké comme données dans des bases de données? Ça va être les lignes à l'intérieur des tables.
Puis ici, ligne, ça c'est le mot moderne, ok, parce que ce serait beaucoup trop facile de comprendre que c'est la ligne. Fait que les termes officieux, ben, en fait, les termes de la littérature, c'est des enregistrements ou des tuples. Ok, c'est les termes utilisés. Donc, on a ici la ligne. Ok. Puis là, je sais que c'est un peu évident, là, mais on va voir au complet. Fait que, mettons ici, on peut avoir des choses comme les noms, ok. Puis, on peut avoir ici le first name, last name, puis, mettons, phone. OK, fait que 514. Je vais pas mettre mon numéro quand même. OK, des choses. Fait qu'on a l'information, OK, sur chacune des lignes de un élément de qu'est-ce que je veux sauvegarder. Fait qu'ici, il faut faire attention, là. On ne peut pas, dans Excel, les informations sont d'une forme, OK, dynamique, où c'est que c'est nous qui décident. Si j'aurais voulu mettre le monde vertical à la place d'horizontal, il n'y a pas personne qui m'aurait arrêté. Dans des tables, OK, de base de données relationnelles, la forme puis la manière de faire les choses est très, très, très rigide. On ne peut pas faire l'inverse. OK, donc, pour chaque élément d'information, on a une ligne, un enregistrement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, avec ça, on a des différentes colonnes, OK, qui vont représenter, on peut aussi dire attributs dans le verniculaire officiel des bases de données. Donc, chacune des colonnes va avoir une information privilégiée au début, OK, qui va être le nom de la colonne, puis habituellement le type d'information qui vont être disponibles dans cette colonne-là. Est-ce que, puis ça, c'est... Hein, ça fait référence à ce qu'on parlait à la première semaine, là, le type d'information, c'est des valeurs numériques, c'est-tu du texte, OK? Puis il peut y avoir des informations plus composées, c'est-tu une date, c'est-tu une valeur monétaire, OK? Donc, on va voir qu'il y a plein de types d'informations possibles dans des bases de données. Fait que, on a ça au complet, hein, qui est notre table. Puis, quand on jasait tantôt, on a une partie qui sont des métadonnées. OK? Donc, quand on parle des données, hein, on parle des informations tangibles qui font partie de mon problème. Hein? Fait en ce moment, mes données, c'est toutes mes lignes. Hein? C'est ça mes données. Fait que les choses qui sont écrites sont sauvegardées pareil, mais ce n'est pas des données pures. Là, hein? Ce n'est pas des données qui font partie des choses que je veux avoir de tangible par rapport à ma problématique. Ce n'est pas le nom de personne, ce n'est pas le numéro de personne, mais c'est des informations pareilles importantes. Hein? Fait que c'est des informations qui vont m'aider à gérer mes données. Hein? Fait que c'est des données, parce que c'est sauvegardé, là, il va y avoir les noms de la table quelque part sauvegardés, les noms des colonnes sauvegardés, mais ce n'est pas les données directes. C'est des données qui m'aident à savoir des informations sur les données. Donc, quand on a cette inception-là, là, OK, de choses qui travaillent sur quelque chose, puis qui est la même chose, c'est ça qu'on appelle des métadonnées, en passant. Donc, quand on parle de métadonnées, c'est des données qui travaillent autour des données. Hein. Donc, mettons que tu as une photo. Les données de la photo, c'est les pixels, les couleurs, OK, l'amalgame qui fait la photo. Puis autour, ben, ça se peut que tu ailles la taille de la photo, l'emplacement où ça a été pris, l'heure. Hein, ça, c'est des métadonnées. C'est des informations qui sont autour de l'information. Fait que ces métadonnées-là, c'est ça qu'on appelle le schéma. Okay? Donc, le nom de la relation, le nom de la table, le nom des colonnes, le nombre de colonnes, c'est quoi le type des différentes colonnes. C'est ça que le schéma représente. Okay? C'est ça qui est la construction du format, de la structure de ma base de données. Fait que quand on parle de schéma, on parle des métadonnées. Donc, c'est quoi les noms des tables, c'est quoi le nombre de colonnes. Puis quand on parle des données elles-mêmes, ben, c'est les informations pures qui sont imbriquées à l'intérieur de la dite base de données. On a aussi deux autres termes importants quand on travaille avec les bases de données. Donc, il va y avoir
dans chacune des tables une manière d'identifier chaque ligne de manière unique. OK? Donc, pour que la base de données travaille correctement, il faut qu'elle soit capable d'identifier de manière unique chaque ligne. Fait que pour être capable de faire ça, il va falloir qu'il y ait une information distincte qui est à l'intérieur de la ligne que je peux utiliser pour dire sur cette ligne, dans ma table, il y a juste cette ligne-là qui a cette information-là spécifique, qui a cette valeur-là spécifique. Donc, pour être capable d'identifier c'est quoi l'information qui représente l'unicité de la ligne, on va avoir le terme de clé primaire. Okay? Donc, une clé, c'est ce qu'on appelle une information qui permet d'identifier de manière unique une ligne. Puis, une clé primaire, ça va être l'emplacement ou la configuration qui me permet de dire ça, c'est la chose qui identifie de manière unique chacune des lignes. Habituellement, la clé primaire identifie une colonne qui dit cette colonne-là, toutes les valeurs à l'intérieur, ils vont être uniques à l'intérieur de la table. OK? Fait que souvent, ce que tu vas voir, ça va être, admettons, une colonne ID. C'est ça, là. Qui est juste là pour avoir une valeur unique à l'intérieur. Puis, cette colonne-là va être identifiée comme clé primaire. OK? Le mot anglophone pour ça, c'est un primary key. Fait que souvent, vous allez voir l'acronyme PK. OK? Pas comme le pavillon, là, OK? Mais bien comme primary key. J'aime bien, je peux faire cette joke-là seulement à l'UQAM. Fait qu'on a des informations identifiantes. OK? On peut avoir... Ben, vas-y. Ouais, ben en fait, c'est juste une question sur les ID. Là. Je sais qu'il y avait comme une... Est-ce que tu peux commencer à zéro ton ID? Je sais que dans la programmation, il y avait... Tant que l'information est identifiante, c'est pas grave. OK? Même que je pourrais dire, moi, dans ma version de mon programme, OK, je veux que le monde soit identifié par leur numéro de téléphone. Hein, mettons, j'utilise WhatsApp là, ou j'utilise Signal. Là. Quand tu te login, là, quand ton identifiant, c'est ton numéro de téléphone. Hein? Fait que tu pourrais très bien dire, mon primary key est dans ma colonne de numéro de téléphone. C'est ça qui me permet d'identifier de manière unique les éléments. Ça veut dire que si quelqu'un essaye de s'inscrire, mettons, avec le même numéro de téléphone, tu ne le passerais pas. Là, okay? Ça bloquerait. Okay? Puis, il faut faire attention. Là, en passant, on va commencer la moitié de la session avec de l'exploitation de bases de données. Ça veut dire qu'ils vont déjà avoir été faites. Okay? Donc, la structure va être comme au moins semi-intelligente. On va voir dans la deuxième partie de la session comment nous-mêmes modéliser des tables de données, puis c'est quoi les règles pour faire des bonnes bases de données. Là. Mais des fois, tu peux avoir des choses où aussi tu peux utiliser une combinaison. Fait que tu peux dire, moi, ces deux-là ensemble, je veux que ça soit l'information identifiante. OK? Fait que la combinaison du prénom puis du nom de famille, ensemble, ça fait en sorte que c'est l'information identifiante. Là, est-ce que ça, c'est une bonne idée? Bien, ça veut dire que dans ton système, tu ne peux pas avoir deux personnes qui ont le même nom complet. Est-ce que ça sonne comme une bonne idée? J'espère que tu as juste genre 10-15 personnes puis que tu n'es pas dans le fin fond du Saguenay parce que sinon il y a beaucoup de noms de famille qui se croisent. Je viens d'être là, c'est pour ça que j'ai le droit là. Hein? Peux-tu mettre des images? C'est comme des NFT, des affaires. Ben, tu peux mettre n'importe quelle information tant qu'elle est identifiante. Parce qu'on se souvient que des données, ultimement, c'est juste des 0 et des 1. Hein? Fait que ça peut être n'importe quoi. La prémisse, c'est que habituellement, on veut que ça soit quelque chose qui est quand même léger, parce que si c'est une information de plusieurs mégaoctets, comme une image, le principe, c'est que lui, il va utiliser ça pour parcourir ça, pour filtrer ça, pour trier ça. Fait que si c'est lourd, ben, il y a des impacts de performance à long et moyen terme. Fait que, habituellement, on va avoir une gentille colonne qui est existante seulement pour avoir des numéros comme complètement artificiels, avec juste une numérotation qui est faite. Okay? Des fois, c'est une construction à partir des autres choses. Hein? Comme, quel ID est-ce que vous avez qui est une construction qui est à partir d'autres choses?
ton code permanent. Hein, le code permanent, c'est quoi? C'est 3 premières lettres de ton nom de famille, première lettre de ton prénom, ta date de naissance, puis après ça, 2 chiffres. Pourquoi? Parce que s'il y avait 2 personnes avec le même nom puis la même date de naissance, ben ça fait en sorte que c'était une information qui n'était plus identifiante. Fait que ça casse la chose. Fait qu'il a rajouté quand même une partie artificielle pour faire en sorte que ça soit unique. Même chose avec ton numéro d'assurance maladie. OK, il y a plein de différents éléments. Fait que on a le primary key. Ensuite, on a le dernier élément qui est le foreign key. Donc, le foreign key, le principe, c'est qu'on n'aura pas juste une table à l'intérieur de notre base de données. On va en avoir plusieurs. On va avoir plusieurs relations. Fait que, admettons ici, j'ai des factures. OK? Fait que j'ai différentes colonnes là-dedans. J'en ai une colonne qui est le prop ID, qui va être son propre primary key. OK? Puis qui a différents numéros de facture. OK? J'ai un montant. OK? Pour me dire c'était de combien la facture. OK? Puis là, j'aimerais ça savoir c'est quel client, OK, a eu cette facture-là. Fait que comment je fais pour dire c'est tel client? Je vais utiliser le ID. Parce que le ID, c'est une information unique qui identifie chacun des clients. Fait que le principe ici, c'est que ça peut être d'information, puis quand on a cette association-là, c'est ce qu'on appelle une clé étrangère. Donc, c'est une clé, okay? C'est une information qui est utilisée pour représenter quelque chose de manière unique, mais pas dans cette table-ci. Elle représente quelque chose d'unique d'une autre table. Okay? Fait qu'on va appeler ça un foreign key, une clé étrangère. Puis habituellement, okay, le principe, c'est qu'on va avoir le lien qui va nous dire, ben, ces numéros-là, ça représente l'information qui est ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, pour limiter l'éparpillement d'informations. Hein, je ne veux pas avoir à réécrire ici toutes les informations du nom du client, du numéro de téléphone, okay, quand j'ai déjà une liste qui a ces informations-là. Donc, les bases de données relationnelles, okay, c'est basé sur des relations qui sont les tables, mais aussi les associations okay, qui me permettent de regrouper des informations ensemble. Excusez-moi, si j'ai Oui. bien compris ce que tu veux dire, on peut utiliser ça lors de faire de la jointure entre les deux tables, soi-disant par exemple, on fait par exemple... La jointure, c'est juste pour ça que ça existe. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Par exemple, on peut utiliser par exemple ID, T1.id égale where T1.id égale T2.client. Ah ouais? C'est ça? Oui. On va voir ça la semaine prochaine pour ceux qui n'étaient pas aussi avancés. Ouais. Pour créer la relation, est-ce qu'on peut avoir 2 choix, par exemple? Soit ID avec le numéro de client, avec le nom, comme créer la Non. relation? Parce que la prémisse, c'est que quand on établit l'information, seulement une affaire peut être le primary key. OK? Puis une fois que ça c'est seté, c'est cette information-là qui va être utilisée comme foreign key ailleurs. Donc ici, je ne pourrais pas sauvegarder, mettons, le nom de client puis commencer à essayer de faire des liens avec ça. Et tout à l'heure, on a vu qu'on peut faire les deux ensemble. OK, oui. Si j'ai préétabli que, mettons, ici, c'est les deux ensemble, puis c'est ça mon primary key, le foreign key ici va être 2 colonnes à son tour. Vous savez que c'est les deux ensemble qui vont être le foreign key qui représente Et le choix de l'identification. colonne, soit l'un, soit l'autre, non, ça se peut pas. C'est ça, c'est pas un choix. Tu peux avoir une combinaison des deux, puis ça va être la combinaison des deux aux 2 endroits. Good? On va jaser de comment est-ce qu'on va faire pour travailler avec ça. Parce que là, c'est bien fun d'avoir des boîtes que moi j'écris au tableau, mais un peu comme qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, là, c'est bien fun d'écrire des boîtes, mais quand il y a le temps de travailler de manière informatique, je ne peux pas faire des dessins avec des informations à l'intérieur. Il faut que j'aille quelque chose d'un petit peu plus formel. Donc, avec les bases de données relationnelles, on a eu un langage qui a été créé, qui était le langage SQL, le Structured Query Language, qui va me permettre d'interfacer avec ça ici. Là, ici, il faut faire un petit buyer beware.
le langage SQL, OK, c'est une norme qui existe. OK? Donc, il y a un standard qui dit que tel mot veut dire telle chose, puis tu mets ça dans tel ordre pour être capable de construire le langage SQL. Puis, comme j'ai dit, il y avait plusieurs revendeurs de RDBMS, là, de SGBDR, là, de base de données relationnelles, Oracle, Postgres, Maria, MySQL. Fait que, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a le standard, OK? Puis, les différents revendeurs ont décidé de ne pas implémenter le standard. Il n'y a pas personne qui implémente le standard SQL. Parce que la première version, il y a des affaires qui manquaient, fait que là, ils ont commencé à étendre des choses, puis là, il y a différents revendeurs qui ont fait différentes choses. Puis là, quand est venu le temps de mettre ça dans le standard, il n'y a pas personne qui s'alignait sur quoi mettre comment. Fait qu'ils ont fait une version hybride des deux, qu'il n'y a pas personne qui a ultimement adopté. Fait que ça fait en sorte qu'il y a le standard, que personne n'utilise. Puis, il y a la version spécifique de chacun. Ça veut dire qu'entre les différentes implémentations, toutes se ressemblent, toutes les idées sont là, mais des fois, quand tu essaies, mettons, de copier-coller une requête d'une base de données à une autre, ça ne fonctionne pas directement. OK? Donc, vous allez voir que nous, on va voir, puis on va utiliser Postgres à l'intérieur du cours. Mais je vais vous montrer aussi comment aller lire de la documentation de langage SQL pour que, même si vous vous retrouviez dans un environnement où ce n'est pas celui-là, on est capable quand même de se débrouiller, de se démerder. Donc, le principe, c'est que quand on parlait de notre architecture client-serveur tantôt, là, nos clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont envoyer des requêtes SQL, puis le serveur va nous envoyer un résultat par rapport à cette norme-là, que nous, on va pouvoir voir le résultat des tables et ainsi de suite qu'on vient de décrire. Juste pour connaissance, il existe différentes sections de la norme SQL, du langage SQL pour faire différentes choses. Il y en existe 3. Donc, on a le premier qui est le DDL, le Data Definition Layer. Donc, ça ici, c'est pour la création du schéma. Donc, c'est quoi le schéma? On se souvient, c'est la partie qui permet de créer les informations autour. C'est quoi le nom des tables, c'est quoi leur colonne, c'est quoi leur type. Nous autres, on va juste voir ça dans la deuxième partie du cours. Pour l'instant, on n'y touchera pas. Yes? Layer ou language? Language, pardon, tu as raison. Donc, ensuite, on a le DML, ou le Data Manipulation Language, qui nous permet de faire la manipulation, l'exploitation des dites bases de données. C'est là-dessus qu'on va passer la première moitié de notre session, puis même très précisément, nous autres, on va aller dans la sélection de données. Comment retrouver des données déjà existantes. On va voir qu'on est aussi capable d'insérer des nouvelles données, mettre à jour des données, supprimer des données. Okay? Mais nous autres, on va vraiment partir de bases de données préexistantes, puis on va comme fouiller à l'intérieur de ceux-ci pour commencer. Puis, il y a une dernière famille de langages qui est le DCL, le Data Control Language, qui me permet de gérer tout ce qui est au niveau administratif. Okay? Puisque c'est un serveur central, il y a le principe d'accès, il y a le principe de rôle, il y a le principe de permission, le principe de quota, d'espace requis, d'espace utilisé, d'espace disponible. Donc, on a une panoplie de différentes requêtes qui vont travailler à ce niveau-là. Nous autres, on ne touchera pas pantoute à ça, là. Ça, c'est des affaires pour du monde qui veulent devenir des administrateurs de bases de données, là, les Database Administrators. Okay? C'est une vie triste. Okay? Fait que, on ne jasera pas de ça. All right? On est bon pour une première petite pause. Fait qu'on va se donner, mettons, jusqu'à 1h30, okay, pour avoir le temps de passer au travers de tout. Puis on revient avec l'exploitation de bases de données. All right. Donc, on a les idées, on a le vocabulaire. C'est le temps de commencer à faire des choses concrètes. Donc, le laboratoire de cette semaine va être utilisé pour vous assurer d'avoir un environnement qui est personnalisé à vous, okay, où c'est que vous allez pouvoir focailler around tant que vous voulez,
puis pas casser les choses pour les autres. Pour cette semaine, en fait pour ce cours-ci spécifiquement, j'ai créé un environnement qui va être global à tout le monde, OK? Que je vais sûrement fermer, là, parce que si vous commencez à focailler là-dedans, tout le monde va... C'est comme si on est dans le même document Word, là, puis c'est comme, il faut tout le lire, mais tout le monde a le droit d'édition en même temps. OK? Fait que quelqu'un fait un CTRL-A, delete, puis tout le monde perd... OK? Fait que on a ça aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va travailler avec... à partir de la semaine prochaine, je vais vous demander d'avoir votre propre environnement que vous allez pouvoir installer durant le laboratoire de cette semaine. Fait que la prémisse, c'est il va falloir avoir deux applications, hein, comme j'ai dit. Une qui est la base de données. Donc, tous les liens sont sur le site, là, puis le monde de l'atelier, c'est ça leur job cette semaine, de vous faire installer ça puis vous faire fonctionner ça. Fait que vous avez la base de données, vous allez avoir le choix d'utiliser soit une installation locale sur votre ordinateur ou d'avoir des services infonuagiques qui vont pouvoir faire la gestion de la base de données à distance. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin d'installer rien par défaut sur votre ordi. Fait qu'on a la base de données, soit tu peux l'avoir locale, soit tu peux l'avoir en ligne. Puis, on a une deuxième application, hein? On n'oublie pas, on a aussi le client qui va me permettre d'interfacer avec la base de données. Encore une fois, il y a différents clients okay, que vous pouvez installer de manière locale. Okay, donc, j'en ai 3 sur le site. Là. Il y a DataBeaver, il y a DataGrip. Ces deux-là, c'est habituellement des applications payantes, mais les deux ont des licences académiques universitaires. Okay, donc, c'est comme tu envoies un courriel, puis il t'envoie la licence gratuitement. Okay, fait que ça, c'est pas un problème. Puis, on a le troisième qui est PG Admin. Donc, celui-là, le principe, c'est que moi, sur mon propre serveur, c'est une application que tu peux exécuter en ligne, un peu comme Google Colab. Là. Okay? Donc, tu te connectes, puis ça te permet d'avoir un accès à l'environnement. Pour avoir accès à celui-là, il faut se créer un compte. Fait que le principe, c'est que moi, j'ai donné accès aux démonstrateurs pour qu'ils puissent vous créer des comptes. Fait que si vous voulez avoir quelque chose de non local, si vous voulez complètement rien installer sur votre ordi, vous êtes capable de travailler avec ça. Juste hein, pour comprendre comment est-ce qu'on bidouille les choses, là. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a un serveur qui a notre base de données. Là, moi, j'ai mon serveur qui est ici, qui roule une application web qui s'appelle PG Admin. Puis là, en ce moment, moi, je vais vous donner accès okay, pour que vous alliez dans votre browser. Là, ici, je ne suis pas là. Edge. Vous autres, vous connectez à ça, puis elle va être capable de se connecter à la base de données, puis que vous soyez capable de travailler avec les choses. N'est-ce pas merveilleux, le monde de la technologie? Fait que, pour aujourd'hui, vous pouvez aller sur l'adresse suivante. Si vous voulez l'essayer en même temps que moi. Puis, j'ai créé un compte éphémère pour aujourd'hui. Avec une adresse fictive. Je ne suis pas capable d'écrire UQAM. Avec un mot de passe qui est juste le nom du cours. OK. Fait que si tu t'en vas là-dessus, ça devrait okay, te faire afficher le site suivant pour l'instant. Donc là, il y a des éléments qui sont propres à chacune des SGBD. Okay? Donc là, en ce moment, on est en train d'utiliser une base de données Postgres. Donc, pour les bases de données Postgres, on va aller voir comment se rendre jusqu'aux tables. Okay? Fait que là, vous êtes dans un environnement qui est déjà configuré pour se connecter à un serveur, okay? Puis qu'il y a déjà des informations à l'intérieur qu'on va pouvoir utiliser. Fait que si vous allez dans l'onglet à gauche, on peut faire défiler les choses, puis ouvrir, puis là on peut voir qu'il y a quelqu'un qui a rajouté des choses déjà. Du monde de hier, il n'y en aura plus.
Fait qu'on a ici une connexion à une base de données qui s'appelle DVD Rental. C'est juste une base de données avec des informations déjà populées à l'intérieur, là. Donc, tu peux ouvrir le menu déroulant de ça. Puis, on peut voir ici qu'il y a déjà des menus. Puis, il y a déjà une liste de bases de données. Donc, pour Postgres, puis là, ici, encore une fois, c'est spécifique à Postgres. Là, chacune des bases de données a comme leur propre version des choses, là. Une installation de Postgres, un serveur de Postgres, est capable d'avoir plusieurs bases de données. OK? Donc, plusieurs, puis on peut le voir ici juste comme étant un dossier, là, OK? Dans lequel tu vas pouvoir mettre des choses. Fait que c'est juste un regroupement qui va nous permettre d'aller, OK, puis de séparer nos différents éléments. Fait que tu peux avoir une base de données pour tes logistiques, une base de données pour ta facturation, une base de données pour ton R&D, une base de données pour ton développement. OK? Donc, c'est juste pour être capable de différencier les choses. Fait que nous, on peut aller voir le DVD Rental. Fait que, encore une fois, il y a un paquet de choses. Les bases de données, ça fait un paquet de choses. Nous autres, on n'ira pas là-dedans, là. Les bases de données, c'est un peu comme Word. OK? Si je vous demande, est-ce que vous savez utiliser Word? Tout le monde dans la classe va dire oui. Ou en tout cas, j'assume. Mais si je vous dis, c'est quoi le pourcentage des fonctionnalités de Word que vous savez utiliser? À 5%, habituellement, tout le monde est comme genre, ouais, à peu près ça, là. Comme, il y a plein de Python, puis je m'en fous un peu. Ça me permet pas de créer mes documents plus rapidement ou plus facilement, ou je sais juste pas si ça me permettrait de créer mes... Fait que si tu demandes à un professionnel, OK, à un médecin, ouais, à combien de pourcents de ton domaine tu es capable de comme, savoir les choses, puis il te dit à 2 ou 3%, OK, mais la prémisse, c'est que c'est de même en technologie. Si tu sais utiliser quelque chose, c'est que tu sais utiliser la bonne partie, la partie qui est importante. Hein? Fait que c'est un peu le même principe. Il y a plein de choses, plein de menus déroulants, plein d'options qu'on va voir un peu partout, là. C'est pas très grave, OK? La majorité du monde non plus ne savent pas ce que ça fait. Fait que, on va juste aller aux endroits pertinents. Donc, une fois qu'on est dans la bonne base de données, on a un deuxième comme sous-dossier. OK? Donc, qui vont être les schémas. Puis là, il faut faire attention parce que en très bonne pratique informatique, on a le mot schéma qui est utilisé à deux endroits pour deux raisons différentes. OK? On a déjà défini c'était quoi le schéma tantôt, hein? Qui était la configuration, OK, de la base de données. OK? C'est ce qu'on appelle un schéma. Mais dans les bases de données, il y a un deuxième mot schéma qui est utilisé pour représenter un autre sous-dossier. Fait que de la même manière qu'on peut avoir plusieurs bases de données, OK, on va pouvoir avoir à l'intérieur d'une base de données plusieurs schémas. Puis c'est juste comme une délimitation complètement fictive pour être capable de juste mettre les choses à des endroits qui sont plus visibles. De la même manière que, est-ce que toi, tu es une personne qui vit avec toutes tes icônes sur ton bureau? Ou est-ce que ton dossier de documents, OK, il y a 18 dossiers séparés par année, par journée, par heure, par section, puis par regroupement, OK? Les deux, ils ont un paquet de fichiers ultimement, OK? C'est la disposition des choses qui est différente. Hein? Les schémas, c'est juste un sous-dossier pour décider où tu mets les choses. Fait qu'on a différents dossiers, puis il existe un dossier qui est le dossier par défaut. Encore une fois, je parle sur Postgres, là, okay? Dans d'autres bases de données, c'est un autre élément différent pour se rendre aux tables. Fait qu'on a le schéma public, qui est le schéma par défaut dans lequel on met des choses. Fait que quand je rouvre ça, j'ai encore une fois un paquet de stock. OK? Donc là, il y a des affaires plus importantes que d'autres, là. OK? Mais il y en a là-dedans qui personne ne va jamais voir pareil. Puis on a notre dernier, où c'est qu'on va se rendre, qui va être les différentes tables. OK? Fait que rendu là, on est rendu à les éléments que nous, on va travailler avec les bases de données, les tables qui nous permettent de travailler avec des choses. Fait que à partir de là, je peux même aller voir à l'intérieur de la table, je peux aller voir c'est quoi ces colonnes, OK? Je peux aller voir d'autres informations autour de la table qu'on va voir en temps et lieu, là.
Fait que je peux voir ici, OK, on a les informations. Si je fais un clic droit sur cet élément-là, je peux commencer à aller voir OK, les informations de la table. Puis on a toutes les informations de la table, comme ça ici. OK. Disponible ici. En passant, là, on est dans un environnement qui est avec pgadmin, qui est une application web qui se connecte. Les différents logiciels qui sont sur le site ont les mêmes informations, juste avec peut-être un petit peu de différence okay, dans leur présentation. Le principe, c'est que moi, à travers le cours, je ne veux pas vous locker in à l'intérieur d'une seule solution. Là. Je ne veux pas que vous pensiez que pour utiliser une base de données, il faut cliquer sur cette affaire-là à 3 lignes, cette affaire-là à 2 lignes, cette affaire-là à 5 lignes, puis c'est juste comme ça que ça marche. Là. Je veux qu'on comprenne les concepts généralisés. Fait que à travers le cours, moi, je vais présenter puis je vais switcher de séance à séance entre différentes versions des choses. Donc, si, admettons, on regarde ici, une des applications que je vous dis qu'on peut aller télécharger, c'est DBeaver ou DBeaver ou je ne sais pas comment le dire, DBeaver. Donc, le principe reste le même, où je me connecte à la base de données. À l'intérieur, je peux aller chercher les différentes bases de données. J'ai ma base de données DVD Rental. À l'intérieur, j'ai les différents schémas. J'ai le schéma public. À l'intérieur, j'ai les différentes tables. On peut voir que lui est comme plus conscient. Il ne les met pas en ordre alphabétique. Il est comme, je sais que tu veux les tables en premier, je t'ai mis en premier. Donc, à partir de là, j'ai les différentes tables. Puis là, encore une fois, je peux aller regarder les données de la table puis être capable de recevoir ces informations-là. Il prend son temps puisqu'il s'est perdu en chemin, là, mais la prémisse ici, c'est que c'est les mêmes informations, c'est juste présenté de manière différente. Puis, les informations, il faut être capable de les rejoindre indépendamment de l'outil que tu utilises. Okay? Fait que je vous conseille d'essayer différents outils, y aller de différentes manières pour s'assurer qu'on se rende jusqu'au bout. Mais pour aujourd'hui, pour que vous puissiez le faire en même temps, on va rester dans cet environnement-là. Je sais être certain que la base, c'est juste DBeaver qui ça ne tentait pas. Ou peut-être que je m'étais déconnecté, je ne suis plus certain. All right. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que, oui. S'il te plaît, comment tu es arrivé déjà à table? Certainement. Donc, à partir de la liste des serveurs, on a le DVD Rental, on a la base de données, on s'en va dans la base de données DVD Rental, on a les schémas, on a le schéma public, puis du schéma public, là, on a les tables. Là, à partir de là, ça nous, quand j'ai cliqué puis j'ai fait un clic droit, là, ça a créé un tab en haut. Là. Okay, donc ici, il y a différentes tables que tu peux aller voir comme qu'est-ce qui se passe dans différents éléments. Je peux fermer ça là, pour comme pas l'avoir puis aller le rechercher si je veux. View. All right. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai un environnement, okay, parce que là, j'ai eu directement la réponse, là, mais ultimement, nous, ce qu'on veut faire, c'est voir les transactions, surtout au début, là, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui s'est envoyé puis c'était quoi la réponse qui venait avec. Hein, parce que nous, on va travailler avec du SQL. Là, j'ai utilisé ma souris. Okay? Ma souris, ce n'était pas directement du SQL. Derrière, lui a écrit la requête pour nous. Okay? Enfin, on peut la voir ici. Là. Puis, nous donne le résultat ici. Mais quand nous, on veut faire quelque chose de purement de notre propre cru, on peut ici utiliser le Query Tool, okay? Qui va nous ouvrir juste une fenêtre qui va avoir à l'intérieur un endroit où je peux aller écrire mes différentes requêtes, puis aller les exécuter sur la base de données. Okay? Fait que si on veut tester ça, si vous êtes rendu là, vous pouvez faire le texte suivant où c'est que tu as select version avec un point virgule, tu payes sur play, puis tu devrais avoir ici un résultat qui va être juste un string de texte. Un string de texte? Une chaîne de caractères
qui représente les informations de la version de la base de données courante. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que les réponses, quoi qu'elles sont toujours sous forme de table. Hein? Fait que là, c'est comme genre, on a juste une chaîne de caractères, là, mais c'est quand même une table avec une colonne puis une ligne. Donc, les réponses des bases de données, c'est toujours sous forme de table. Fait qu'on va pouvoir commencer à regarder nos éléments avec notre select, qui va être la première commande qu'on va voir. Donc ici, vous allez voir sur le site de cours, j'ai mis plein de liens de référence. Fait que ici, on a comme le synopsis des informations pertinentes, mais on a les références de documentation qui sont disponibles sur le site de cours, puis on va aller les lire en même temps aujourd'hui. Fait qu'on peut aller lire la référence du select. OK? Puis, si on regarde cette référence-là, aussi j'ai mis le lien là, directement sur notre... Puis si on regarde cette documentation-là, on peut voir que c'est très simple. OK? On va passer 2 ou 3 minutes là-dessus. Là. Puis, non, en fait, on va passer les 2 prochaines semaines à bien comprendre comment fonctionne le select, parce qu'on peut voir ici que c'est assez exhaustif. On n'ira pas tout nécessairement passer au travers de ça. On va aller voir, encore une fois, le 4-5% qui est important pour nous. OK? Puis, on va laisser le 98% du reste, OK, aux administrateurs de bases de données qui, je répète, ont une vie très triste. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est être capable de décortiquer ça. OK? Donc, on a un synopsis de comment fonctionne la commande. Certaines personnes qui ont fait un autre cours d'INF 1010, ils seraient capables de lire ça de même, mais si on ne l'a pas fait, il faut être capable de regarder ça correctement. Donc, on a une description de toutes les possibilités de notre commande. Puis, il faut être capable de voir c'est quoi les éléments qui sont primordiaux, c'est quoi les éléments que peut-être on n'en a pas besoin, puis c'est quoi les éléments qui sont répétables, OK, qu'est-ce que je suis obligé d'écrire, comment je fais pour lire ça, puis savoir qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire. Fait que la première chose, c'est qu'il faut retrouver les symboles qui ne font pas partie des commandes, OK, qui veulent dire quelque chose. Fait que si on regarde, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont entre crochets carrés. OK? Fait que si on demande à la connaissance générale de la classe, là, les crochets carrés, qu'est-ce que vous pensez que ça représente? La liste, ça c'est un bon point, OK? C'est pas la bonne réponse, mais c'est une excellente réponse. C'est pas la bonne. L'instruction. Hein? L'instruction. Bien, une partie de l'instruction, certainement. Premièrement, il va falloir faire attention, puis c'est une bonne réponse de dire une liste parce que la semaine passée, on a parlé de Python, puis on a dit dès qu'on voit des crochets carrés, on pense à des listes. OK? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attache notre truc avec la broche à l'intérieur du cours parce qu'on va voir 2 langages simultanément. Un qui est le SQL, puis un qui est le Python. OK? Fait que les prémices qu'on a vues dans le Python ne sont pas nécessairement les mêmes à l'intérieur du SQL. OK? Puis on va voir que ça va nous tirer dans le pied une couple de fois, cette affaire-là. Là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être semblables, mais certaines vont avoir une petite sauce différente, une petite variation qu'il faut faire attention. Fait que c'est pour ça que ta réponse est excellente, parce que ça voit que tu as écouté la semaine passée, mais tu as tombé dans le piège de comme on est en ce moment en train de travailler avec 2 langages. Fait qu'ici, les éléments qui sont entre crochets carrés, c'est des éléments qui sont facultatifs à l'intérieur de la commande. OK? Puis, on peut comme le synthétiser parce qu'on vient d'écrire un select, puis il y avait juste une affaire après. Là. Puis là, si je regarde la documentation, le select, il y a comme genre des affaires longues comme mon bras. Là. Fait que la majorité de ces affaires-là, je ne suis pas obligé de les écrire. OK? Fait que la première chose dans ce genre de documentation-là, c'est que si c'est
entre crochets carrés. Les crochets carrés ont pas, j'aurais jamais besoin de les écrire directement. Hein, c'est juste pour représenter cette partie-là, je n'ai pas besoin de l'écrire. Elle est facultative. Fait que, si je regarde, qu'est-ce qui n'est pas entre crochets carrés à l'intérieur de ça? Le mot select. OK? Fait que pour faire select, il faut que tu marques select. À partir de ça, le restant, c'est si tu veux. Donc, autre chose qui est intéressante, fait qu'on peut voir que si on prend un choix, c'est comme celui-là, ben on voit qu'on a un from, OK? Si on voit un where, on a le... Fait qu'après ça, à l'intérieur, puis là, ça dépend des documentations. Ici, on a des mots qui sont juste en majuscules, OK? Donc ça, c'est des mots clés dans le langage SQL. Fait que ça, c'est comme, il faut absolument l'écrire. Puis après ça, on a des éléments en gras italique, là, OK? Donc, dans cette documentation-là, c'est habituellement représentatif d'un élément qui représente quelque chose, mais que tu n'écris pas exactement comme ça. OK? Donc, quand je veux faire cette option-là, je vais écrire le mot where, mais je n'écrirai pas le mot condition directement. Je vais écrire une condition, qui n'est pas le C-O-N-D-I-T-I-O-N. Autre chose qu'on va remarquer, donc admettons qu'on prend l'exemple ici. OK? Si on regarde juste qu'est-ce que j'ai de souligné en ce moment-là. OK? Fait qu'il faut marquer le mot-clé on. Les parenthèses, ça fait partie de la syntaxe, fait qu'il faut les marquer. Après ça, on écrit une expression. Hein? Alors déjà là, ça, c'est des mots-clés qui reviennent. Hein? Donc, on avait parlé de l'expression la semaine passée. C'est quelque chose qu'on peut évaluer, hein? Quelque chose qui me donne une réponse, qui me permette d'avoir une fonction, d'avoir une opération, d'avoir un calcul arithmétique, quelque chose, hein? Qui me donne un résultat final. Puis là, après ça, j'ai un autre élément, OK, facultatif, parce qu'il est entre crochets carrés, mais qui a une virgule, 3 petits points. Fait que celui-là, le virgule, en fait, le 3 petits points, c'est un autre élément qui va revenir dans les documentations, qui représente une répétition du dernier élément. Fait que, qu'est-ce que ça implique, cette partie de documentation-là? C'est que je peux marquer on, avoir une parenthèse, avoir une première expression, puis après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai une virgule, puis je répète le dernier élément précédent. Fait que je peux avoir une virgule suivie d'une autre expression. Puis je peux avoir une virgule suivie d'une autre expression. Donc, cette syntaxe-là représente en fait la règle qu'on a vue la semaine passée avec les fonctions, là. Hein, on a dit une fonction, c'est quoi? C'est le nom de quelque chose, c'est des parenthèses. Puis là, après ça, dans la parenthèse, qu'est-ce que tu mets? Tu mets une série d'expressions qui vont être délimitées par des virgules. Bien, la manière sémantique de dire ça, c'est comme ça. J'ai des parenthèses, j'ai des expressions, puis je peux avoir une virgule suivie d'une répétition que je peux avoir autant de paramètres que je veux. OK? Fait que le principe, c'est que là, on est en train de regarder la documentation, OK, de Postgres, mais si on s'en va, admettons, parler de Microsoft SQL Server, qui en est un autre, puis on s'en va voir le select de celui-ci. Si on regarde, c'est la même shit, là, OK? Écrit un peu différemment, OK? On voit qu'à la place d'avoir des choses en italique, lui, il les a mis entre plus petit, plus grand, OK? Mais on a encore les crochets carrés, on a encore les crochets carrés avec une virgule, 3 petits points, OK, pour expliquer les répétitions. Donc, le but ici, c'est qu'une fois que vous avez les connaissances pour être capable de lire de la documentation, tant qu'on sait les concepts, que nous, on va voir dans le cours avec Postgres, on va être capable d'appliquer ces concepts-là et de voir les variations dans d'autres langages, ou en tout cas dans d'autres variantes d'autres SGBD. OK. Fait que on veut être capable de faire un select. La prémisse, c'est qu'on va avoir des expressions délimitées par des virgules. C'est ce qu'on a fait déjà dans notre première petite affaire. Fait qu'on peut voir ici qu'on a le mot select, puis on a une expression. OK? Fait que là, ici, je peux voir que j'ai utilisé en fait une fonction déjà préétablie
qui s'appelle version, qui me retourne une chaîne de caractères de la version du système. On peut voir aussi que j'ai terminé l'expression, en fait, l'instruction SQL avec un point-virgule. Fait que ça me permet de délimiter, de dire ça, c'est bien la fin, là, juste pour être certain. Donc, dépendamment des outils, des fois, tu n'es pas vraiment obligé de le mettre, mais tu peux le mettre juste pour te garantir les choses puis pas avoir de mauvaises surprises quand tu essaies d'écrire des requêtes. Puis là, voyons, ici. La première chose qui va être intéressante d'aller voir, donc on va aller voir 3-4 options aujourd'hui. La plus importante, ça va être le from. Donc, le principe, c'est que oui, OK, je peux faire un select. Le but du select, c'est d'être capable d'aller chercher de l'information dans des tables. De faire ce qu'on appelle une sélection. Fait que pour être capable d'aller chercher de l'information dans des tables, il va falloir que je précise dans quelle table je veux aller chercher les dites informations. Pour l'instant, on va se concentrer sur aller chercher des informations dans une seule table. La semaine prochaine, on va voir comment jumeler des tables ensemble avec leur foreign key et les choses qu'on a vues préalablement aujourd'hui. Pour l'instant, juste une table, ça va être bien en masse. Fait qu'on a le from qui me permet de spécifier une table quelconque. Aussi, le SQL travaille, contrairement à Python, avec le point-virgule pour savoir c'est la fin. Fait que souvent, vous allez voir des commandes qui sont sur plusieurs lignes pour augmenter la lisibilité. Autre chose, les mots-clés obligatoires dans les requêtes SQL, dans la documentation, sont souvent représentés par des lettres majuscules pour bien que ça te sorte d'en face, mais dans l'implémentation, la capitalisation n'est pas importante. Donc, contrairement à ce qu'on a dit la semaine passée en Python, là, où c'est que tout est important pour la capitalisation, les mots-clés en SQL, ils s'en foutent. Au début, c'était obligatoire que ça soit en majuscule. Mais rendu dans les années 90-2000, le monde était tanné d'avoir leur touche caps lock de activer la moitié du temps. Fait qu'ils ont fait gaffe, fuck off, on va juste faire en sorte que les deux marchent, puis il n'y aura pas de problème. Fait qu'on a vu qu'on avait une table acteur, là. On va essayer cette instruction-là. Fait que là, qu'est-ce qui est... Réessaye de te connecter, c'est pas grave. Ouais. Fait que, on a ici le from. Puis là, ici, j'ai une expression qui va être indiquée ici. Là. Bien, là, c'est intéressant parce que ça nous a donné la réponse. Mais plein de fois. Bon. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise une sélection d'une base de données, lui, son but, c'est d'aller chercher les différentes lignes de la table, puis après ça, d'être capable de t'afficher les colonnes que tu veux. Fait que le principe, c'est que quand j'utilise le from, il va chercher toutes les lignes de la table, puis là, il te commence à te générer une réponse avec, pour chaque ligne, j'ai une ligne de réponse. Puis après ça, tu formates qu'est-ce que tu veux afficher avec le select. Fait que, on va voir qu'avec le select, on peut avoir différentes choses qui sont écrites. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'à la place d'avoir ici, mettons, un appel d'une fonction qui va tout le temps donner la même chose, je peux utiliser une expression qui va avoir un élément variable. Les éléments variables, ça va être les noms des colonnes. Donc, les noms des colonnes, je peux les utiliser comme expression, dans mon expression, comme si c'était des variables là, en Python. Là. Fait que ici, si on regarde, là, on a, mettons, le first name, last name. Bien, je peux ici marquer first name à la place de version, si tu es capable d'écrire, ce qui ne semble pas être mon cas. Puis là, on a quelque chose de, OK, là, ça fait plus de sens. J'ai été chercher les informations de ma table d'acteurs, puis quelle information est-ce que moi, je voulais aller écrire? Je voulais aller écrire ceux qui étaient first name. Puis si j'en veux plus qu'un, je peux les délimiter avec une virgule. OK? Puis je peux les mettre dans l'ordre que je veux. On va aller voir un instant c'est quoi. Fait que ici, il faut comprendre par contre que c'est quand même des expressions. Hein? Fait qu'ici, on peut voir que le actor ID, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blablabla. Là. Mais je peux mettre des expressions à l'intérieur.
Hein, je peux dire actor ID plus 10. Ça me donne le résultat, là. OK? Donc, le principe, c'est que lui, il va aller prendre chacune des lignes, puis il va commencer à te construire une espèce de réponse. Puis là, toi, tu dis, dans ce tableau-là, prends telle information, je veux, moi, cette colonne-là, cette colonne-là, cette colonne-là. Donc, ça ne te donne pas directement la colonne. Hein? Ça va la prendre, puis la copier. Puis, si tu as des transformations, ça va les appliquer aussi. OK? Souvent, on va vouloir juste prendre toutes les informations de la table, toutes les colonnes. Fait qu'on va avoir une alternative pour celui-là. Yes? Si tu mets le plus 10 après la name, ça va-tu planter? Excellente question. Yes. Pourquoi? On regarde ici. L'opération ou l'opérateur n'existe pas pour cette configuration-là. C'est la même erreur qu'on a eue la semaine passée. Hein? D'un bord, j'ai une chaîne de caractères. Okay, là, ils n'appellent pas ça string, ils appellent ça character varying. Là, on va voir les types un petit peu plus tard. Puis, on a un integer de l'autre bord, le 10. Hein? On voit ici que ce n'est pas un int, c'est integer, mais on est conscient de toutes ces données-là maintenant, fait qu'on est capable de voir ça sans problème. Fait que comme moi, je ne suis pas capable de faire des additions quand d'un bord, j'ai une chaîne, puis de l'autre bord, j'ai des entiers. Ça ne fonctionne pas. C'est ça de la nature des éléments qui sont à l'intérieur de la table ou c'est quelque chose qui est prédéfini? Mettons, si dans la semaine, il y avait eu un chiffre. C'est de la nature de la table. Vu que les deux, il n'y aurait rien fait. C'est de la nature de la table. Avant même d'essayer, il va regarder est-ce que dans le schéma, ça fait du sens. OK? Puis, quand on regarde avec ça, pour chacune des différentes colonnes, on peut voir le type de la colonne. Character varying, puis on voit ici integer. On peut même voir que c'est PK. Hey! Je vous dis pas des farces, là, c'est vraiment PK. Fait qu'on peut utiliser à la place, quand on veut avoir toutes les colonnes, on a l'étoile. OK? Puis ça fait juste toutes les afficher dans un ordre prédéfini. Si on regarde, puis qu'on confirme cela à l'intérieur de notre documentation, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'avoir un from. On a le from item, donc qui est la table de laquelle je vais aller chercher les données. On peut voir ici que je peux avoir une virgule puis en mettre d'autres, là. OK? On met ça dans notre poche arrière, puis on s'en jase la semaine prochaine. OK? On ne regardera pas tout de suite. Ça fait des produits croisés de table, là, qui fait des choses un peu bizarres, fait qu'on ne regardera pas ça pour l'instant. Mais après ça, avant le from, hein, puis là, ici, il faut faire attention parce que l'ordre de la syntaxe est importante. Hein? Fait que j'ai le select. Après ça, j'ai une affaire avec une étoile. Hein? Puis j'ai les expressions avec des virgules entre les expressions. Mais là, on voit ici qu'entre les deux, on a une gentille barre verticale. OK? Donc, la barre verticale, c'est une représentation d'une disjonction. Ça, c'est le mot fancy pour dire un « ou » logique. Donc, on peut avoir une étoile ou une liste d'expressions séparée par des virgules. C'est trop. Et 3, c'est mieux. C'est rapide. Ça dépend ce que tu veux, là. Hein? Donc, ici, on peut donc avoir des expressions. Fait que, mettons, on se demande... attends, je vais revenir juste un instant. Ici, je veux ça, je veux ça, je veux... Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Ça. OK. Fait que, admettons que on se dit, j'aimerais ça avoir juste une colonne, hein, mais que la colonne aille le prénom puis le nom à l'intérieur, hein, pour que ce soit juste un élément. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait écrire pour être capable de faire ça? Je vais vous donner la moitié de la réponse. On commence avec first name. Fait qu'ici, je vais avoir une colonne. Fait qu'il n'y aura pas de virgule. Mais je veux qu'à l'intérieur de cette colonne-là, il y ait le prénom suivi du nom de famille. Il y a N. Concaténation.
Exact, on veut concaténer, hein? On a fait ça la semaine passée. Plus, last, name. Excellente réponse. C'est malheureusement la mauvaise. Le concat, c'est pas plus. Ah bon, c'est pas ça! Qui c'est qui t'a dit ça? C'est pas moi qui l'ai dit plus. Elle a la bonne réponse, qui n'est pas la bonne réponse, mais qui est une excellente réponse. Parce que la semaine passée, on a jasé de Python, puis on a dit on veut faire de la concaténation, hein, de la concaténation de chaînes, qui nous permet de prendre un bout de chaîne, prendre un autre bout de chaîne, puis les coller ensemble. On a dit que c'était plus. Mais on retombe dans le même attrape-nigo de tantôt, que qui c'est qui a décidé que c'était le signe plus pour faire de la concaténation? C'était le monde qui ont créé Python. Fait que le monde qui ont créé le SQL, ils se sont retrouvés devant le même problème, mais ils ont décidé d'une autre solution. Fait que c'est la même action qu'on veut faire. On veut faire de la concaténation entre les éléments, mais ça va être un autre opérateur. OK? Pourquoi? Parce que fuck you, that's why. Il n'y a pas de bonne raison. Il n'y a pas d'élément, OK, où c'est que tout le monde s'est rassemblé puis que c'est ça les opérateurs pour toutes. Ouais. Ben non, en fait. Là, il faut utiliser l'opérateur de concaténation de SQL qui est, puis là, c'est la chose qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant, qui est le, oups, je ne suis pas capable d'écrire, la double barre verticale. Comment tu fais ça sur un menu? Ben moi, j'ai pesé sur Shift barre verticale parce que moi, j'ai le clavier anglophone. Là. Mais je pense, au pire, on ira voir tantôt. Là. Option en haut à gauche, aussi Alt en haut à gauche. Fait que barre verticale va me permettre. On peut utiliser aussi, je pense, le mot concat, non? Il y a une fonction concat aussi qui permet. Fait que ça existe. Mais ça met pas l'espace. Mais là, on a, c'est comme un petit peu trop, hein? Parce qu'on n'a pas d'espace entre les deux. Fait qu'est-ce que je pourrais faire pour être capable de faire ça? Que j'écris. Tu peux t'essayer, là. Vas-y, là. Tu as tout le temps des excellentes réponses. Mais c'est juste pour Python. Fait que ici, en fait, c'est la même chose qu'on aurait pu faire en Python, en fait. Avoir une autre concaténation. Puis là, on veut avoir à l'intérieur une chaîne de caractères, hein, qui va représenter juste un espace. Mais là, la question, puis là, on commence à être wary un petit peu, là, je comprends. Comment est-ce qu'on fait pour représenter une chaîne de caractères en SQL? Hein? Puis on est comme, ben, on peut l'essayer. Hein? Comme dans en passant, tu sais, comme, moi je le sais, là, okay, là, on travaille ensemble à travers les différentes embûches pour bien comprendre. Fait que, mettons ici, je peux dire comme genre un espace. Hein? Ah non! Il est comme des guillemets, là, moi j'aime pas ça. OK, ça veut dire que toi t'aimes pas ça. On va voir que les guillemets c'est utilisé pour autre chose. OK? Fait que, ben, les doubles guillemets. Fait qu'en fait, des guillemets simples. Si on essaye, puis qu'on réussit à draguer ça, on réussit à avoir quelque chose de viable par rapport à ce qu'on veut. Fait qu'on peut voir le principe de expression. Hein, c'est pas comme les colonnes que tu sélectionnes. C'est vraiment une expression à partir de la table initiale que tu construis comme toi tu veux. Hein, puis le principe, c'est que moi, je peux après ça avoir des virgules, puis avoir le first name pareil, là, puis le actor ID pareil. Hein, puis lui, il fait juste les ploup, 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 ploup. Il n'y a pas de changement d'information. Si on continue à regarder la documentation, on a un élément quand on travaille avec les expressions, OK, qui est cette partie-là ici. Là. Fait qu'on a un as. Hein, le as, c'est pour dire que ça, peut être nommé comme ça. Hein? On peut juste utiliser l'espace. Ben en fait, ça va être pour renommer Oui. la colonne. Fait que Par exemple, acteur ID, espace, par exemple. Oh, mais c'est pas nécessairement un espace. Ils pourraient en avoir trois. C'est comme, attends, il y a différentes choses. Mais le principe, puis ça va être utile particulièrement sur les éléments qui ne sont pas tout simplement une colonne.
OK? Parce qu'on peut voir ici, on a les noms des colonnes. Mais là, la première, il a mis point d'interrogation, colonne, point d'interrogation, parce qu'il est comme... C'était pas directement une colonne, tu as fait les transformations. Fait que moi, je sais pas comment nommer ça. Fait qu'on peut utiliser le as quelque chose. OK? Fait que, mettons, on peut dire full name. Puis là, on peut voir que c'est là que c'est le fun d'avoir des sauts de ligne. Puis que là, on a le même résultat, mais avec un nom de colonne qui est plus le fun. Mais si on regarde avec plus attention, comme notre confrère le spécifié, on a cette partie-là hein, qui est facultative, qu'on vient d'utiliser. Mais si on regarde, le as lui-même est facultatif. Hein? Fait que, ici, on peut effectivement pas rien avoir. Puis, ça va être capable d'avoir la même information quand même. OK? Ici, c'est le fun de montrer le as, là, parce que conceptuellement parlant, c'est plus facile à reconnaître. Là, mais souvent, vous allez juste avoir le nom après pour avoir un renommage de la colonne. Oui? Dans le fond, ça aussi, ça doit être, j'imagine, tu sais, mettons, si par erreur, tu oublies de mettre la virgule, puis là, tu renommes comme la colonne d'une colonne existante. Je sais pas si c'est une suite. Mettons, là, tu as marqué, mettons, first name, ou whatever. Quelque chose de même? Il faut faire attention, là. Hein? Effectivement. Parce qu'ici, j'ai oublié de mettre la virgule. Ouais. Il va-tu te le dire ou il va juste renommer et écraser? On a juste une colonne qui s'appelle first name, mais qui est notre nom complet. OK? Parce qu'il est comme, ben, ça fit avec la syntaxe. Fait que la programmation, hein, c'est complexe, beaucoup de responsabilités, OK? Beaucoup de puissance. Hein? Fait que, Oncle Ben, hein? Great power, all that. Fait qu'on est bon, on est capable de aller chercher dans une table, être capable d'aller travailler avec un élément spécifique pour aller chercher les colonnes que je veux ou être capable de faire des transformations avec des expressions pour être capable de travailler avec ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que, ultimement, on est capable d'y aller encore plus direct, là, où c'est que tu peux faire des choses comme... Si tu n'as pas de from, là, hein, juste de reprendre l'expression est évaluée, je peux la renommer, ça me donne un résultat quelconque. Hein. Donc, on voit ici que le select est très versatile. De l'utiliser de même, on ne verra pas ça souvent, là, parce qu'habituellement, on va aller chercher de l'information dans des tables, là, mais il faut comprendre que c'est ça qui fait derrière. Parfait. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Autre chose. Quand on travaille avec le SQL, on peut avoir des commentaires. Okay? Donc, tous les concepts reviennent. Hein? Donc, on peut avoir des commentaires, mais évidemment, ça ne sera pas le même symbole, ça ne sera pas les mêmes caractères pour les commentaires. Donc, quand on travaille en SQL, les commentaires utilisent les doubles tirets. Encore une fois, pourquoi? Parce que l'humanité n'est pas capable de se décider sur des bonnes choses, puis on saillit en tant qu'être humain. Donc, on veut avoir l'expérience la plus misérable possible. Mais les règles restent pareilles. Okay? Ça veut dire que dès que tu as un double tiret, le restant de la ligne est considéré comme étant un commentaire. Puis, quand tu passes à l'autre ligne, ça redevient les instructions normales. Tu peux le faire dans le milieu d'une instruction, ça ne change rien. OK? Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allons voir. Prochaine variante. On a la possibilité d'aller rajouter un mot-clé. Okay, donc, on a ces parties-là de fait. On a la possibilité d'aller prendre celui-là. Là. Donc, on peut aller voir que c'est marqué All ou
parce que c'est une barre verticale. Distinct. Puis là, après ça, des crochets carrés d'éléments facultatifs. OK? Donc, le all, d'écrire tout ça, c'est aussi facultatif. Fait que je peux écrire all, mais all, c'est le comportement par défaut. Fait que, habituellement, tu ne vas jamais voir une instruction qui a ça comme mot à l'intérieur. Mais ça veut dire qu'on peut aller chercher un comportement alternatif en utilisant le distinct. Fait que, allons voir une situation où on peut aller utiliser ça d'une manière intéressante. Je vais faire un select étoile from une table qui s'appelle film. Fait que, à l'intérieur de cette table-là, donc, on est une place, on est le Netflix des milieux des années 90, là. On a des DVD à louer. Fait que, on a une série des différents films avec les informations des films. Puis, à l'intérieur, on a un rating de c'est quoi l'âge permissible. C'est des ratings américains, là, PG-13, G, R, et ainsi de suite. Puis, on voit qu'il y a plein de films, il y a plein de ratings. Mais là, la question que moi j'ai, c'est OK, je veux juste aller voir les ratings. Puis, là, j'en ai plein, mais je ne sais pas c'est quoi les possibilités. C'est quoi les éléments uniques de mes ratings? Fait que le distinct, c'est à ça qui sert. Le distinct va prendre tes résultats, puis tout ce qui est des duplicata, tout ce qui est des doublons, il va les filtrer. Fait qu'avec le distinct, on peut voir que on en a 5. OK? PG, R, PG-13, G, puis NC-17. Là, il faut faire attention, le distinct travaille sur les résultats complets de la table. Fait que si, admettons, je mets title, puis rating. Le principe, c'est que lui, il va construire cette table-là en premier. Puis là, il va regarder la ligne au complet. Est-ce qu'il y a un doublon? Fait que ça serait, est-ce que Academy Dinosaur, avec le PG, est-ce qu'il y en a un deuxième qui a cette même information-là? C'est ça que je vais filtrer. Il ne va pas filtrer sur comme une, il va filtrer sur l'amalgame de qu'est-ce que toi tu as sélectionné. Fait que si en fait, ça n'a pas filtré pantoute. Là. Parce qu'il n'y a pas deux fois un film qui a le même nom avec le même rating, que ça serait comme genre une année différente. Il n'y a pas personne qui a fait ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, de faire le distinct des ratings, mais d'avoir le nom de chacun des ratings? Oui! Donc, mais on va juste voir ça la semaine prochaine. OK? Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de potentiel avec ce genre d'idée-là. Fait que, on a le principe de distinct. On peut avoir un distinct qui est juste sur une colonne, mais c'est des choses qu'on voit très peu souvent. Là, fait que même pas besoin d'en jaser tant que ça. Fait qu'on a la possibilité d'avoir le distinct. Là, je vais prendre un moment pour parler de l'ordre des opérations. Parce que, un peu comme tout ce qu'on vit en informatique, l'ordre dans lequel on l'écrit, puis l'ordre dans lequel il fait les choses, c'est pas le même. Puis la raison derrière, c'est qu'on saillit en tant qu'être humain. Il n'y a pas de bonne raison. C'est juste, ça a été fait de même, puis on vit un petit peu tout le syndrome de Stockholm, là, puis on est comme, genre, on va pas le changer, parce que sinon, le monde, après nous, va en voir pas autant de misère que nous, on en a eu. T'sais. Fait que l'ordre dans lequel on écrit les choses est important. On commence avec le select. Si je veux que ce soit distinct, il faut que ce soit écrit tout de suite après. Si on a différentes colonnes où l'étoile, c'est écrit tout de suite après. Après ça, on a le from, puis tantôt, on va voir qu'après ça, on a le where. Mais si on regarde dans la description, si, admettons, je mets ça un petit peu plus gros, puis je regarde l'ordre des choses, on commence avec un with. On ne l'a pas vu, c'est pas grave. En premier, on fait le from. Fait que même si c'est dans le milieu, c'est la première chose. On va toujours chercher la table initiale d'informations. Une fois qu'on a ça, on a le where, qu'on va voir tantôt.
on le groupe by qu'on va voir la semaine prochaine. Après ça, on va sélectionner les colonnes à partir de ce qui reste des transformations qu'on a faites. Puis une fois qu'on a fait ces transformations-là, après ça, on fait le distinct. OK? Donc, il faut faire attention, l'ordre dans lequel on fait les choses, l'ordre dans lequel on écrit les choses est important, on n'a pas le choix, c'est dans la syntaxe, mais ce n'est pas l'ordre dans lequel les choses vont se faire. Parce qu'on sait. OK? Donc, c'est juste une réalité. OK? Il faut vivre avec. Parfait. On continue. On va aller regarder le where. On va se prendre une mini pause, juste pour dire qu'on se débarrasse les idées avant de sauter dans notre dernier gros élément de la journée. Donc, on revient, mettons, à 28, on se donne 5 minutes. OK? On n'oublie pas, on finit à midi aujourd'hui. Donc, on revient à 28 pour regarder le where. Donc, on est en train de regarder le langage SQL pour être capable de faire des requêtes de sélection, aller chercher de l'information déjà existante à l'intérieur d'une base de données. On est en train de regarder le select qui a une... skip. Qui a une panoplie de différentes options. Donc, on vient de voir le principe, ça commence avec select, on vient de voir qu'on peut avoir des distinct, on peut avoir une sélection de différentes expressions, habituellement des colonnes de la table. On décide d'où viennent les informations. Là, on va commencer à filtrer les informations avec le where en mettant une condition. Donc, le principe, c'est qu'on peut avoir le where après qu'est-ce qu'on a jusqu'à date, là, fait que le select, les colonnes, le from, le nom de la table, on a le where. Puis après ça, on a une condition. Donc, une condition, c'est une expression, OK? Mais ce n'est pas n'importe quelle expression, ça va être une expression booléenne. Donc, le principe de valeur booléenne, c'est quelque chose qu'on a établi en notre première semaine. C'est une valeur logique qui est vraie ou fausse. Hein? Donc, une expression booléenne, c'est une expression. Donc, c'est quelque chose qui peut être calculé, c'est quelque chose qui va être évalué. Mais le résultat, il faut que ça soit booléen, il faut que le résultat soit vrai ou faux. Fait que la prémisse, c'est qu'on se donne une condition, puis cette condition-là va être évaluée sur chacune des lignes de la table. Donc, je sélectionne la table avec le from, puis là, lui, il va aller filtrer. Hein, filtrer, ça va être d'enlever certaines, en garder d'autres, des lignes par rapport à la dite condition. Donc, la condition, comment elle va fonctionner, c'est que si la condition est vraie, la ligne est gardée. Si la condition est fausse, la ligne est filtrée, discartée, mise de côté. Fait que si on se donne un exemple, puis on va aller regarder voir les possibilités de ça après. On s'en va ici. On reprend ça. On va aller voir un autre table. Fait qu'on va faire un petit select étoile juste pour voir de quoi ça a l'air. On va aller voir les customers. Fait qu'on peut voir, bon, il y a des prénoms, il y a des noms de famille, OK, des courriels, des adresses, plein d'informations à l'intérieur. Nous, on va s'attarder avec le nom de famille et le prénom. OK. Puis là, j'aimerais ça savoir juste ceux dont le prénom, mettons, s'appelle Jamie. Fait que je peux ici faire le where, puis là, écrire une condition. Fait qu'on prend ça pour acquis, puis on va voir comment est-ce que ça a fonctionné. Puis on peut voir que le résultat, tantôt il y en avait 1000, hein? Là il y en a 2. Pourquoi? Parce qu'il y a juste 2 personnes dans ma table, dont le prénom est Jamie. Fait que là, la question c'est, qu'est-ce que je peux mettre comme condition?
OK? Donc là, on voit qu'on en a un qui est une égalité, hein, qui me permet de faire une comparaison d'égalité entre le nom d'une colonne et une chaîne de caractères, hein, qu'on a établi tantôt que c'était avec des guillemets simples. Fait que la prémisse, c'est que lui, il va prendre cette condition-là puis il va l'appliquer sur chacune des lignes. Est-ce que la colonne first name est égale à cette affaire-là? Est-ce que ça, c'est égal? Puis là, il va dire oui, non, 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 non. Puis là, il va juste garder ceux qui ont répondu comme oui ou vrai. Fait que là, la question qui vient derrière, c'est quoi les opérations, c'est quoi les opérateurs que je peux utiliser pour créer des conditions? En passant, dans la vie de Python puis le SQL, c'est différent, là. Okay? Quand on va parler de conditions puis qu'on va parler de Python, le égal ne sera pas utilisé pour une comparaison d'égalité parce qu'en Python, ça ne fait pas la même chose. Qu'est-ce que ça fait, ça, en Python? Ça crée une variable, c'est une assignation. Hein? Fait que, on a déjà ça en programmation qui existe. Il n'y a pas d'assignation de variable en SQL. Fait que, il était comme, on peut utiliser juste un égal. Hein? Fait qu'on va voir qu'en Python, on va utiliser notre classique quand j'ai un problème avec ma syntaxe. Qu'est-ce que je fais? Je dédouble les opérateurs. Donc, ça devient un double égal pour une comparaison d'égalité, mais on en rejase un petit peu plus tard de ça. Fait que la question, c'est quoi les différents opérateurs ou les différents éléments qui me permettent de faire des comparaisons? On vient de voir le égal, OK? Fait que ça peut être utilisé autant pour des chaînes de caractères que pour des valeurs numériques. On a aussi, pour des valeurs numériques, les opérateurs plus petits, plus grands, plus petit ou égal, plus grand ou égal. OK? Donc ici, j'assume qu'on comprend c'est quoi la prémisse derrière ça. Par contre, ce que je n'assume pas, c'est le différent de. Ça, on est moins habitué, là. Donc, le différent de, c'est l'inverse de l'égalité. Fait que si 3, c'est égal à 3, bien, 4, c'est différent de 3. Hein? Quand tu le lis, c'est assez clair. Pour le symbole de différent de, ou de non-égalité, ou de inverse d'égalité, il existe deux paires de symboles. Donc, on peut utiliser le point d'exclamation égal, okay, qui est comme la version moderne. Il y a beaucoup de langages de programmation qui utilisent ça. Ou la version moins moderne, okay, qui est le plus petit, plus grand, collé ensemble. Okay, donc, dans certains langages un petit peu plus vieillots, c'est ce symbole-là qui représente la différence de quelque chose. Donc, si, admettons, on fait cet élément inverse-là, oups, je ne suis pas capable d'écrire. Ça va sélectionner tout le monde qui ne s'appelle pas Jamie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les opérateurs? On a deux opérateurs logiques. Donc, souvent, il va falloir avoir plusieurs conditions ensemble. OK? Donc, pour avoir plusieurs conditions ensemble, il va falloir les relier avec des opérateurs logiques. Donc, si, admettons, je veux dire, je veux qu'il s'appelle Jamie, puis je veux que son nom de famille soit Fox. OK? Là, je suis en customer, là, je ne pense pas que j'ai Jamie Fox, mais en tout cas, je veux avoir deux conditions en même temps. Hein? Donc, dans ce cas-là, je veux les relier ensemble avec un opérateur logique de conjonction, qui est en fait un opérateur logique « et », qui est en anglais le mot-clé « and ». Donc, si je veux que ça soit Jamie et hein, que le last name soit Fox, il n'y en a pas. Tristesse. Mais, admettons qu'on prouve le point que ça fonctionne. Rice?
Alors, on en avait 2 avec Jamie. Puis là, quand je dis les 2. Ouais. Ici, dans le string, si on oublie la capitalisation, Mhm. Dans ce cas-ci, ça a de l'importance. OK? Donc, la chaîne de caractères, c'est sauvegardé derrière avec tout ce qu'on a vu jusqu'à date. Là. Fait que, effectivement, ça donne des problématiques. On va voir qu'il y a des manières de contourner ça là, un petit peu plus tard. On a la possibilité d'avoir un « ou » logique. Fait que quand j'ai plusieurs conditions et que je veux juste qu'il y en ait une de ces conditions-là qui soit remplie, hein, je peux les agencer d'un « ou » logique, le « or ». Donc, ça, ou ça, ou ça. Tant qu'il y en a une des 3 qui était bonne, c'est sélectionné dans ma réponse finale. Fait que ça, c'est nos 2 opérateurs logiques. Ensuite, on a des opérateurs qui sont pas mal plus spécifiques au SQL. Là. OK? Donc, on en a un qui va être le in. Donc, le in, ça va être pour avoir une liste de valeurs possibles. Fait qu'à la place de dire que je veux que le first name, ça soit Anne, ou que le first name soit égal à Annie, ou que le first name soit égal à... Puis tu sais, c'est tout le temps le même copier-coller, là. Je peux utiliser, ben je veux qu'il soit à l'intérieur de ces possibilités-là. Comment est-ce qu'on écrit ça? En passant, tous les exemples qu'on est en train de faire, pas obligé de fulgureusement écrire les notes. J'ai sur le site un fichier exemple select.sql qui a toutes les choses qu'on fait aujourd'hui. Fait que je veux que ça soit dans une liste. OK? C'est ça. C'est correct, là. On va le voir. Fait que on a effectivement une parenthèse. Faire attention, ici on parle de liste, hein? Mais c'est pas comme, on n'est pas en Python, là, fait que c'est pas les mêmes symboles. Là. Là, ici, on a ça à l'intérieur de parenthèses. On a quand même les différentes options. Mettons Anne, Annie. Fait que tant que c'est un de ceux-là, ça fonctionne. OK? Donc, si, là, il y en a un de chaque, là, mais s'il y en avait plus qu'une personne qui était Anne, il y en aurait eu plus qu'une valeur. Ouais. Si, admettons, j'aurais voulu trier la liste justement pour sortir seulement les noms qui commencent par la lettre A. Mm-hmm. Excellente question. De moins 5 minutes. Mais on voit ici que le cours est monté dans une lignée directe, qu'on sait qu'on se pose des questions, puis on va répondre à ces questions. C'est comme si le cours avait été créé avec expertise et amour. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. C'est moi. Fait que, on a ensuite le between. Okay? Donc, on avait vu hein, des valeurs plus grand que, plus petit que. Fait que souvent, ça va être genre, je veux que ça soit plus grand que 3 et je veux que la valeur soit plus petite que 5. Okay? Donc, il y a aussi une autre version qui nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, juste un petit peu plus rapide. Fait que on a un paquet de... Avant de regarder le between, là, on va faire une petite parenthèse sur... on a plusieurs fonctions déjà existantes, OK, qui vont nous donner des outils pour être capable de transformer des choses, être capable de faire comme la concaténation. On peut aussi utiliser une fonction. On a vu la version tantôt. OK? Fait que on a... C'est pas celle-là. On va aller ici. Plein de fonctions qui travaillent, mettons, sur les chaînes. OK? Il va y avoir plein de fonctions sur les autres affaires. Moi, ici, je veux regarder ici une fonction qui... On va chercher. Fuck you. Next. Non, tu fais pas next. Tu m'as dit. OK, c'est correct. Ici. Fait que, on a une fonction length, OK, qui travaille un peu comme qu'est-ce qu'on avait vu en Python avec la fonction len. Mais ils ne peuvent pas avoir le même nom de fonction parce que sinon, ce serait beaucoup trop facile. Donc, on a ici la fonction length, mais qui fait la même chose, prend un élément
puis il va te retourner la taille de cet élément-là. Celui-là travaille particulièrement sur les chaînes de caractères. Fait qu'il va te prendre une chaîne de caractères, puis il va te dire le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne. OK? Fait que si on a un exemple, si j'ai José, ben c'est 4. Fait que si on prend cette information-là, puis mettons, je suis en train d'écrire ça ici, j'ai du first name, puis je peux avoir le length de first name. Pourquoi je ne suis pas capable? Parce que j'ai marqué un where, puis je n'ai pas mis de point-virgule, puis je ne suis pas capable d'écrire. Oui, oui. Okay. Donc, on a une colonne first name, puis après ça, on a une deuxième colonne qu'on a renommée, puis on a les informations à l'intérieur. OK? Donc, si j'aimerais ça être capable de sélectionner quelque chose de spécifique là-dedans, je peux marquer le where, puis je peux avoir le length de first name. Puis là, on peut utiliser le between. Puis là, je peux avoir deux valeurs avec un N. Wow! C'est pas une annonce, c'est un « et ». Fait que dans ce cas-là, on va seulement avoir le 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Okay? En passant, quand on renomme des colonnes, parce qu'il va y avoir des valeurs, on peut réutiliser ces noms de colonnes-là dans notre where. OK? Fait que je peux ici, à la place de refaire le calcul, ici, j'ai-tu tapé quelque chose de pas correct? Ah oui! OK. Justement, c'est je me suis fait avoir moi-même par qu'est-ce que je voulais vous montrer. Je reviens avec cette idée-là dans un instant. Pour l'instant, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que dans l'ordre des choses, OK, mettons que je marque first len ici, OK, il est comme, je ne sais pas c'est quoi first len. Pourquoi? Parce que dans l'ordre des choses, OK, il fait ça dans quel ordre? Il fait le from. Ensuite, il fait le where. Puis à ce point-là, il ne sait pas encore c'est quoi, là. Parce que lui, il lit dans cet ordre-là, puis ensuite, il fait ça. Après ça, il va découvrir c'est quoi first len, mais il n'est pas capable de voir dans le futur. OK? Il n'est pas assez smart. Fait que, on n'est pas capable de avoir cet élément-là. First name. On a l'élément ici. Je sais pas. Excellent. Donc, on a cette prémisse-là avec le between. Autre chose intéressante qu'on peut faire, c'est de vouloir, admettons, que l'ordre dans lequel c'est affiché, ça soit trié. Hein? Là, c'est comme 3, 3, 5, 3, 4, 5, 3, 5. Moi, j'aimerais ça que ça soit 5, 4, 3 ou 3, 4, 5. Fait qu'on a la possibilité d'avoir si on vient dans nos options, un order by. Donc, je suis capable de l'ordonner avec un des résultats. Fait que je peux avoir, après le where, un order by. Puis là, je peux regarder le nom d'une colonne. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que si on regarde dans notre liste d'ordre des choses, on a le from, on a le where, on a le select, on a le select distinct. Puis après toutes ces affaires-là, on a le order by. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que je peux utiliser le nom que j'ai donné dans le order by. Là, je peux voir ici, j'ai 3, j'ai 4, je scroll, j'ai 5.
Fait que, puis c'est là qu'on voit toute l'implication de l'ordre des opérations, là, qui n'est pas le même ordre que l'ordre de la syntaxe, parce qu'on sait en tant qu'être humain, hein, on n'oublie pas. Fait qu'on a la possibilité d'avoir ça. On a aussi, quand on a order by, hein, là on a vu qu'il était en ordre croissant. Il partait à 3, 4, s'en a à 5 par la suite. Si je veux l'inverse, par défaut, c'est en ordre croissant. Si je veux l'inverse, si on regarde dans notre... On a le order by, on a l'expression, puis là, on a le choix d'utiliser ask, desk ou d'autres affaires. OK? Ça, c'est pour ascending. C'est ça qui est par défaut. OK? Fait que pas jamais besoin de le marquer, c'est ça qui est là par défaut. Mais si je veux l'inverse, je peux marquer descending. OK? Ou juste le disque de descending. Puis là, ça va commencer avec la plus haute valeur. Puis quand je descends, ça descend en ordre décroissant. Excellent. Fait qu'on est bon avec ça. On a aussi la possibilité de utiliser, tantôt on avait le in, là, on avait Anne, Annie, blablabla. On a posé la question, OK, mais qu'est-ce qui arrive si je veux A, whatever? Hein? Donc, ou mettons ANN avec d'autres variations. Fait que là, ici, on va utiliser, ce qu'on appelle une reconnaissance de motif ou du pattern matching. Donc, dans l'informatique, on appelle ça du regex. Donc, on a la possibilité d'avoir du pattern matching. Le like, c'est une version très, très, très limitée de représentation de motifs où je vais pouvoir avoir une chaîne de caractères, puis dedans, je vais avoir des caractères spéciaux qui vont vouloir dire autre chose, un peu comme les caractères d'échappement. Puis ça va être des caractères comme variables. Fait qu'avec le like, donc on a ici ce que moi je veux tester, le mot like, puis un pattern, ou je peux faire comme l'inverse avec un not like. Puis j'ai deux caractères possibles. J'ai le underscore, qui va représenter un caractère avec un seul n'importe quel caractère. Ou sinon, je peux utiliser le pourcentage pour représenter une série de caractères quelconques ou pas de caractères pantoute. Fait que si on a quelques exemples, fait que si j'ai marqué ABC, est-ce que c'est comme ABC? Ça me donne vrai, parce que j'ai littéralement la même chaîne des deux bords. T'sais. Mais admettons que j'ai marqué ABC, puis j'ai dit A pourcentage. Ce que ça veut dire, c'est que je veux que ça commence avec A, puis qu'après, je veux qu'il y ait n'importe quoi. Si est-ce que ABC, c'est comme tiret B tiret bas? Bien, c'est comme dire, je veux n'importe quel caractère, ensuite, je veux exactement un B, puis ensuite, je veux n'importe quel caractère. Puis, on a ici, est-ce que ABC, c'est comme C? Il faut faire attention, c'est un match complet. Hein? Fait que, est-ce que ça commence par C, puis qu'il n'y a pas rien d'autre après? Non, ça ne fonctionne pas. Là. OK? Donc, ça va me donner faux. Fait que, mettons qu'on essaye avec notre affaire, je pourrais dire, je veux que le first name, ça soit comme, mettons, Anne quelque chose. Fait que juste Anne tout seul, Annie, ça fonctionne. Puis, je peux voir en fait qu'il y en avait d'autres. Il y avait aussi Annette. Ah! Qu'on n'avait pas pogné. Parfait. Dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui. Oui, on a aussi le isNull qui me permet de voir si une valeur est vide dans la case. Donc, on a la possibilité d'avoir une case qui a un manque de valeur. OK? Donc, on va avoir une case qui dit, puis ça va être marqué dedans nul, N-U-L-L en majuscule. Il faut faire attention, ça ne veut pas dire que c'est le texte N-U-L-L, là. C'est la représentation de l'absence de valeur. La valeur est nulle. Il n'y a rien dedans. Okay? Donc, c'est un état spécifique qu'on peut avoir dans des bases de données. Fait qu'on peut utiliser le isNull pour savoir est-ce que cette colonne-là ou cette valeur-là a une valeur nulle à l'intérieur. Puis, on a finalement une dernière version d'opérateur logique qui est le not, qui fait juste inverser la réponse logique. Fait qu'avant une autre affaire, je peux mettre not, puis ça va être l'inverse de la réponse. OK?
Fait que souvent, tu peux l'utiliser avec d'autres. Fait que not between ou not like, comme on vient de voir. Parfait, on a déjà parlé du groupe by. On va avoir, comme dernier sujet, des fonctions d'agrégation. Donc, le principe des fonctions d'agrégation, jusqu'à présent, avec le where, on a travaillé avec des évaluations qui étaient ligne par ligne. Hein? Chaque ligne était traitée de manière individuelle. Les fonctions d'agrégation vont pas travailler de cette manière-là. À la place de travailler ligne par ligne, vont travailler traversalement à travers toutes les lignes. Puis ils vont être capables de faire des fonctions qui vont faire l'agrégation d'informations à travers une table au complet. Donc, les fonctions d'agrégation, c'est des fonctions qui vont me retourner une seule réponse sur l'ensemble des lignes. Habituellement, c'est des fonctions mathématiques qui vont nous permettre de trouver, mettons, la moyenne, la somme d'une colonne, de juste décompter le nombre de lignes, trouver la valeur maximum, trouver la valeur minimum qu'il y a à travers une table au complet. Fait qu'on a 5 différentes fonctions d'agrégation qui sont comme les standards. Là. Il y en existe une couple d'autres, mais sont moins utilisées que ceux-là. Donc, si, admettons, j'essaye d'utiliser la somme de quelque chose. Fait qu'on va revenir ici, on revient dans notre table. Je mets select de... on va faire une étoile from inventory. Juste pour voir c'est quoi. Ah non, on va aller dans paiement à la place. Pardon. Juste pour aller se pogner quelque chose qui est intéressant. Fait que ça ici, c'est comme tous les paiements qui ont été faits. Fait que je peux voir ici, j'ai des paiements monétaires qui ont été faits pour des locations. Fait que moi, je veux avoir la somme de ça. Fait que je peux faire somme de amount. Puis, ça va me donner une seule réponse. Une seule ligne de réponse, en fait, sur l'agrégation des informations de la table. OK? Il faut faire attention parce que quand on travaille avec des fonctions d'agrégation, ça change la modalité de la réponse. Fait que si, admettons, j'essaie de faire travailler une autre colonne, là, fait que, admettons, genre, je veux marquer payment ID. Le principe, c'est que lui, en ce moment, il est en modalité d'agrégation. Il n'est plus capable d'afficher des affaires qui sont individuelles à chaque ligne. Parce que qu'est-ce que tu voudrais qu'il t'affiche dans la colonne somme? Hein? Ça ne fait pas de sens parce que ce n'est pas la somme de chacun. Là. Chacun a été compilé ensemble pour avoir une réponse. Fait qu'ils ne sont pas capables d'être mélangés ensemble. C'est comme un nouveau mode qui est comme exclusif. On va voir la semaine prochaine qu'on peut travailler avec ce mode-là puis faire des choses funky. Là. Mais faire attention quand on travaille avec l'agrégation, on a juste les possibilités d'avoir d'autres fonctions d'agrégation avec. Dans les autres fonctions d'agrégation qui sont intéressantes, on a des choses comme le count, qui va comptabiliser le nombre de lignes. Fait que si je veux savoir ma table a combien de lignes, je peux mettre count avec, ici, soit une des colonnes, ou en fait, ici, on peut utiliser juste le count étoile, en fait, parce que ça ne dérange pas que je prends une ou plusieurs colonnes. Il va juste compter le nombre de lignes. Fait que, vous allez voir souvent, count étoile, ça me donne le nombre de lignes d'une table. Puis, plusieurs fonctions d'agrégation ensemble, ça fonctionne. Hein? Parce que les deux sont dans le même mode, sont capables de faire la comptabilisation à l'intérieur de la table. Il existe quelques autres fonctions d'agrégation, comme trouver la moyenne, trouver la valeur minimum, trouver la valeur maximum. Tous des éléments d'agrégation. On est à la fin. Donc, cette semaine, au laboratoire, le principe, c'est qu'il faut se créer son environnement personnel. Donc, le compte qui est là, il va être désactivé dans les prochains jours, là, parce que ça va être sur YouTube direct là, que j'ai dit c'est quoi le nom de compte et le mot de passe. Ce n'est pas des bonnes pratiques.
Donc, aussi, puisque en ce moment, comme tout le monde peut affecter les choses, on va éviter le plagiat quand on va être rendu à des évaluations. Il faut avoir son propre environnement personnel dans lequel on va pouvoir travailler. Donc, le laboratoire, les démonstrateurs vont être là pour démontrer puis être capable de vous aider pour la configuration, l'installation, la préparation de votre setup pour être capable de tout faire ça en bonne et due forme. Je pense qu'on est bon? Ouais? Moi, juste une petite question concernant toutes ces commandes qu'on fait. Là. Peux-tu, après ça, dépendamment de ce qu'on vient tirer, créer une nouvelle table à partir de là-dessus? Oui. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des views ou des vues qui vont être capables d'avoir comme une version spécifique d'un select que je peux comme réappeler facilement. Mais tu peux pas créer une table distincte dans un nouveau directeur? C'est pas une table, c'est une vue. C'est exactement comme une table, mais c'est éphémère, parce que ce n'est pas des vraies informations. Hein, c'est dérivé de vraies tables. All right? Fait que, on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Bonne fin de semaine. Pas encore. Bon milieu de semaine.